Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et je sais que je ne vous le dis pas assez, mais quand les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, prenez le temps de juste cliquer sur le petit bouton j'aime. Bon, le petit pouce en l'air, ça ne prend qu'une seconde. Quand vous faites ça, ça me fait plaisir, bien évidemment. Et en plus de ça, ça permet à YouTube de recommander les vidéos à plus de monde. Donc, ça augmente le trafic sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs financières à ne pas commettre en tant que nouvel arrivant au Canada. Et la première erreur concerne les cartes de crédit. Parce que quand vous allez généralement arriver, c'est que vous allez partir ouvrir votre compte bancaire. La banque dans laquelle vous allez partir va généralement vous proposer une carte de crédit, que vous soyez étudiant, travailleur ou que vous soyez venu en tant que résident permanent. Ils vont généralement vous proposer ça en fait. Et c'est quelque chose que vous devriez accepter parce que en fonction de l'utilisation de ta carte de crédit, il y a un chiffre qu'on va t'attribuer. Et ce chiffre s'appelle le credit score. Ça varie entre 300 et 900. Et ton credit score détermine ton degré de solvabilité, c'est-à-dire que ça détermine si tu es un bon emprunteur ou si tu es un mauvais emprunteur. Donc ça également, il faut utiliser sa carte de crédit de la bonne façon, toujours faire ses paiements à temps. Et comme je vous ai dit, le credit score varie entre 300 et 900 et c'est vraiment quelque chose de très important parce que par exemple, si tu n'as pas de credit score et que tu pars dans une banque ou par exemple, je ne sais pas moi, faire un prêt par exemple pour acheter une maison, si ta maison coûte 300 000 dollars par exemple et que tu as déjà 280 000 dollars en cash, si tu n'as pas de credit score, eh bien crois-moi que la banque va refuser de te prêter les 20 000 dollars qui manquent en fait. Donc c'est-à-dire peu importe l'argent que tu auras dans ton compte et le travail que tu vas faire, si tu n'as pas d'historique de crédit ou encore appelé credit score, sache que la banque ne va pas te prêter d'argent. On vérifie également le credit score pour te louer une maison dans des grandes villes comme par exemple principalement Montréal, Toronto, Vancouver. Généralement ton bailleur va demander de venir avec un document qui indique ton credit score afin qu'il puisse savoir s'il peut te louer la maison ou pas. Généralement, si tu veux avoir un emploi dans le secteur financier, après t'avoir embauché, la plupart du temps, ils vont vérifier ton credit score, c'est-à-dire pour savoir si tu sais gérer tes finances et ce genre de choses. Parce que je me dis bien que si tu ne sais pas gérer tes finances, ils vont se dire que c'est pas l'argent des autres que tu vas savoir gérer ou alors tu pourrais utiliser les informations bancaires que tu auras en ta possession à mauvais escient. Également, il y a des outils gratuits au Canada qui te permettent de vérifier ton credit score comme il y a Borrowell, il y a Credit Karma, mais également il faut faire attention avec ces outils-là parce que ils sont gratuits parce que généralement ils essaient de te vendre un produit derrière ça. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, ce sont les prêts sur salaire en fait. Les prêts sur salaire fonctionnent de cette façon, c'est-à-dire peut-être si tu as un manque d'argent, tu peux partir dans une institution qui va te faire un prêt. Les règles varient en fonction des provinces, mais dans la province dans laquelle je suis, c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick, ce prêt-là ne peut pas être supérieur à 30% de ton salaire net. Sauf que la mauvaise partie avec ça, c'est que sur une tranche de 100 dollars, ils peuvent te facturer jusqu'à 15 dollars d'intérêt pour par exemple un délai de remboursement de 14 jours. Donc ça fait que si tu veux prêter 300 dollars par exemple, tu devras rembourser au total 345 dollars. Donc il faut dire que si tu ne respectes pas tes paiements qu'on te donne, l'intérêt que tu dois rembourser va augmenter. Et il faut faire très attention à ça parce que tu peux te retrouver dans un engrenage infini en fait, où par exemple, je sais pas moi, un prêt de 1000 dollars devient toute autre chose et jusqu'à tu n'arrives plus à rembourser. Et également, je vous conseillerais de faire aussi attention aux avances de fonds sur les cartes de crédit. Parce que sur les cartes de crédit, généralement, les cartes de crédit qu'on donne en tant que nouvel arrivant ont souvent un taux d'intérêt de 19%. Un exemple d'avance de fonds, c'est si tu utilises par exemple ta carte de crédit pour envoyer l'argent au travers de MoneyGram, Western Union, ta banque va considérer ça comme une avance de fonds. Si tu utilises également ta carte de crédit pour retirer de l'argent de façon liquide dans un distributeur, ça également c'est considéré comme une avance de fonds. Et la plupart des cartes, en fait, les cartes standards, généralement, cette avance de fonds-là a un taux d'intérêt de 19%. Donc, c'est-à-dire, si tu ne rembourses pas l'argent que tu as pris à la fin de la journée, on commence à te charger les intérêts. Je peux vous prendre l'exemple, en fait, parce que où je viens, en fait, on a une salle commune, en fait, où il y a des machines à laver. Et pour utiliser ça, en fait, tu dois utiliser la carte de la résidence parce que tu dois charger de l'argent dans la carte de la résidence. Et pour charger l'argent dans la carte de la résidence, j'ai utilisé ma carte de crédit. Et ma banque a considéré ça comme une avance de fonds. Je n'avais que chargé 10 dollars, mais il faut considérer que quand mon relevé est arrivé à la fin du mois de, je pense début du mois de février, j'ai vu qu'ils m'ont chargé 3 dollars. Généralement, ça apparaît comme finance charge sur ton relevé en fait. Donc, j'ai vu qu'ils m'avaient chargé 3 dollars de finance charge pour un truc pour lequel je n'ai qu'utilisé 10 dollars en fait. Donc, pour ces 10 dollars, ils sont transformés en 3 dollars d'intérêt. Donc, vous voyez à quel point ça peut être élevé.
Donc ça également, il faut faire attention à ça. Généralement, quand vous avez besoin d'argent, je vous conseillerais par exemple d'essayer de gérer avec vos amis ou d'essayer de voir avec la famille s'ils peuvent vous prêter de l'argent. Ou encore même, bon, si vous avez le salaire qu'il faut et que tu as déjà un certain historique, tu peux également aller dans ta banque pour demander une marge de crédit. Je pense que ça pourrait être plus intéressant et le taux d'intérêt sera bas que de faire un prêt sur salaire ou de demander une avance de fonds avec ta carte de crédit. Autre chose également, c'est qu'il faut avoir un budget parce que ton budget au Canada ne sera pas forcément identique au budget que tu avais dans ton pays. Je me dis que le prix de l'assurance ici pourrait être plus cher, par exemple, parce que si tu vis hors du Québec et que tu es nouvel arrivant, si tu veux être parfaitement assuré sur ton véhicule, ton assurance sera largement supérieure aux 100 dollars en fait. Et je ne sais pas si tu payes ce montant-là dans ton pays, par exemple. La plupart des grosses banques, en fait, également, ils chargent des frais pour avoir un compte bancaire chez eux. C'est quelque chose que je ne comprends, par exemple, pas parce que je me dis qu'on dépose l'argent chez eux, ils utilisent notre argent pour faire des investissements. Et sur ces investissements-là, ils te donnent 0,05%. Si tu as mis ton argent dans un compte épargne, tout ça pour te demander encore de payer des frais par mois. Ces frais par mois, dans la plupart des banques, ils varient entre 4 dollars et 13 dollars en fonction du forfait que tu veux pour ton compte bancaire. Il y a des banques qui proposent les forfaits nouvel arrivant, c'est-à-dire que tu ne payes pas des frais pendant un certain temps, tout comme il y a également des banques qui proposent aux personnes de moins de 25 ans de ne pas payer des frais liés au compte bancaire. Ça encore, vous pouvez démarcher les sites internet des différentes banques pour pouvoir trouver celle qui vous convient le mieux parce que de mon point de vue, en fait, la plupart de ces banques-là offrent les mêmes services en fait. Donc pour moi, je vois pas trop l'intérêt d'être dans une banque et de ne pas être dans l'autre. Le seul avantage que tu peux avoir, c'est peut-être qu'une peut offrir des meilleures cartes de crédit que l'autre. Mais pour avoir la carte de crédit dans une banque, tu n'es pas obligé d'avoir un compte bancaire là-bas. Donc tu peux aller chez eux juste pour avoir la carte de crédit et tu as ton compte bancaire ailleurs. L'autre point que je vais souligner, c'est manquer le paiement de vos factures. Parce que quand vous avez des factures de téléphone, des factures d'internet, des factures d'électricité, si c'est vous-même qui payez l'électricité dans votre maison, vous pouvez programmer quelque chose qu'on appelle débit préautorisé. Donc c'est-à-dire que permettre à l'institution de directement venir prendre l'argent dans votre compte ou prendre l'argent sur votre carte de crédit selon le moyen de paiement que vous choisissez. Parce que également manquer de payer une facture ici, ce qui se passe, c'est que ton fournisseur téléphonique ou ton fournisseur d'internet, quand tu vas payer sa facture, il va faire un rapport en fait à ton bureau de crédit. On vérifie ton crédit score dans ton bureau de crédit en fait. Donc c'est-à-dire que quand tu vas aller par exemple pour faire un prêt à une banque, la banque va constater en fait que tu n'as pas l'habitude de bien payer tes factures par exemple d'internet, tes factures d'électricité et ça également, cette information-là fait également baisser ton crédit score. Et quand les banques vont voir que tu n'es pas un bon payeur, ça diminue leur confiance à toi. Et ce qui fait que ces petites erreurs comme ça, le fait de ne pas payer par exemple une facture d'internet de, je ne sais pas moi, 60, 80 dollars en fait, ça peut te poursuivre pour longtemps en fait et vraiment t'empêcher de réaliser certains projets dans ta vie en fait. L'autre point, c'est ne pas déclarer ses impôts. C'est quelque chose d'aussi très important à faire. Il faut toujours déclarer ses impôts à temps parce que quand tu ne déclares pas tes impôts à temps durant une année, ce qui va se passer, c'est que au moment où tu vas les déclarer en fait, je ne sais pas moi, si tu as peut-être passé 2 années sans les déclarer ou 3 années sans les déclarer, il y a généralement 3 cas de figure. Soit quand tu déclares tes impôts, on te rembourse de l'argent. On te rembourse de l'argent parce qu'on estime qu'on t'a beaucoup prélevé ou rien ne se passe, c'est-à-dire qu'on estime qu'on t'a prélevé normalement. Ou dans le troisième cas, parfois c'est toi qui dois donner l'argent à l'Agence de revenus du Canada parce que ils estiment qu'ils ne t'ont pas prélevé suffisamment d'impôts. Et dans le troisième cas, par exemple, si tu avais manqué plusieurs années où tu n'as pas déclaré tes impôts, quand tu vas déclarer tes impôts et que c'est toi qui dois leur donner de l'argent, sur l'argent que tu devais leur donner peut-être il y a de cela 2 ans, ils vont ajouter des intérêts dessus qui peuvent aller de 5 à 25%. Et en plus de ces intérêts-là, ils vont également ajouter des intérêts parce que tu as déclaré tes impôts en retard et que tu leur donnes cet argent-là en retard. Et cet autre intérêt peut aller de 0,5% jusqu'à 25%. Donc, tu vois que les intérêts pour avoir déclaré tes impôts en retard peuvent carrément t'étrangler. Donc, mieux vaut éviter les soucis et mieux vaut toujours faire les choses à temps. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.